Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois au salon électoral. C'est rendez-vous incontournable des candidats et candidates aux élections du 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. Et nouvel invité est déjà dans nos murs, nous allons le prendre. Il est à quelques mètres d'ici. On va le prendre rapidement. Voilà, il est en train de s'avancer. Bienvenue, monsieur Ben. Bonjour, merci beaucoup. Très content de vous recevoir. Merci à vous, c'est un plaisir. D'accord. Merci. Oui. Nous sommes déjà dans notre salon, notre invité est déjà là, mais avant de le prendre, nous allons passer aux news électorales. Présidentielle en RDC, le programme du candidat Moïse Katumbi pour 2024-2028 sera présenté lors d'une cérémonie officielle prévue le 13 novembre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est depuis le samedi 11 novembre que l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a débuté la distribution des matériels de campagne électorale pour les candidats présidents Félix-Antoine Tshisekedi. Ce sont donc les provinces de Maïndombe, Congo central, Kwilu et Kwango qui sont concernés par cette première distribution de l'UDPS. Il est déjà en face de moi. Comment s'appelle-t-il? Qui est-il? Nous allons les découvrir dans un instant dans le profil de l'invité. Alors, il est né le 31 décembre. Notre invité est licencié en économie internationale, consultant en communication, analyste économique justement et politique. Il se considère très souvent comme un libre penseur transcendantal. Il est initiateur du mouvement citoyen ENEF, anciennement coordonnateur du dit mouvement avant de s'engager en politique active, donc il s'est engagé en politique active depuis. C'est maître des cérémonies et donc candidat aux législatives provinciales dans la commune d'Elemba à Kinshasa. Il a un parcours assez élogieux, mais nous allons essayer de faire un peu bref. Qui est Monsieur Ben Mbouyi? C'est notre invité du jour. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, Orman. Merci de l'invitation. C'est un plaisir. En tout cas, le plaisir est partagé. Monsieur Ben Mbouyi. Ouais. Moi, je suis content d'être sur ce beau cadre dans votre salon, comme vous dites. Okay. C'est un très beau salon au passage. Merci beaucoup. Et merci de l'invitation. Merci surtout de m'inviter pour cette thématique qui me paraît très, très importante, non seulement à cause du temps, parce que le temps, il est très important dans le calcul de la thématique, justement, exactement, mais aussi parce que c'est une question vitale pour la démocratie d'un pays. Et vous savez que la démocratie elle-même est un élément essentiel pour la bonne gouvernance, parce que la gouvernance au service du peuple passe forcément par la démocratie, parce que c'est par là qu'on désigne, au fait, les décideurs à tous les niveaux. Alors, nous avons dit que nous allons découvrir pendant cette émission qui est Ben Mbouyi. On l'espère aussi brillant avec son nom. Ah, okay. Donc, nous l'avons décortiqué un tout petit peu. Nous vous l'avons décortiqué d'ailleurs un tout petit peu, mais grâce à vos interventions, le public qui nous suit pourra éventuellement aussi vous découvrir davantage. Mais dites-nous pourquoi vous avez préféré postuler comme candidat député provincial. Alors ça, c'est une question très importante. Mais bizarrement, c'est la première fois que je réponds à cette question parce qu'on ne me l'a jamais posée. C'est parti d'un constat amer, mais un constat simple que chaque Quinois peut faire. D'abord, dans un premier temps, la ville de Kinshasa est pour moi ingouverné ou carrément dans un état de non-gouvernance. Mais attendez, on a Jean-Thénin Gobila comme gouverneur de la ville-province de Kinshasa avec des bourgmestres qui sont nommés. Alors, je vais d'abord rappeler que lorsqu'on est passé en 2019, avec le mouvement citoyen INAF, justement, que je coordonnais à l'époque, nous avons mobilisé nos camarades. Ça signifie quoi, s'il vous plaît, INAF? Ah, INAF, c'est un mot en anglais qui veut dire assez, pour dire ça suffit, pour dire y en a marre, assez. Donc, INAF, c'était un mouvement que nous avons créé, justement, vers les années 2017. Nous avons créé ce mouvement parce que nous sentions au fait que la République démocratique du Congo, dans son élan, suffoquait. Et parce que il y avait des élections qui devenaient hypothétiques. Et donc, il y avait des élections qui devraient se tenir en 2016, que je me trompe. Aujourd'hui, il n'y a plus suffocation? Disons que nous avons eu quelques avancées.
C'est tout le problème. Nous avons eu quelques avancées. Je peux peut-être me tromper sur les dates de la création du mouvement, mais bon, on a quand même lancé ce mouvement. Nous avons commencé. Et en 2019, je me rappelle, lorsqu'il faille élire le gouverneur de la ville de Kinshasa, nous savions que la ville de Kinshasa méritait mieux. Parce que nous sortions déjà d'une gouvernance ou d'une gestion d'un gouverneur qui, pour moi ou pour nous à l'époque, avait laissé Kinshasa dans un piètre état. André Kimbuta. Et donc, il était question, c'est vous qui citez les noms, mais il était hors de question pour nous qu'après ce gouverneur-là, qu'un autre arrive et que nous savions déjà qu'il n'était pas un bon gouverneur pour la ville de Kinshasa parce que justement, ce n'était pas un parvenu. C'est quelqu'un qui avait quand même déjà eu à exercer de fonctions dans ce pays et surtout au niveau de la province. Je vais citer le Maïndomé par exemple. On se rappelle que la gestion n'était pas fameuse. Et on s'est dit que, écoutez, on ne peut pas accepter que Kinshasa aille entre ses mains. Et donc, nous faisions à l'époque une mobilisation devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour demander justement aux députés provinciaux de voter un bon gouverneur. Et l'action, nous l'avons appelée Kinshasa veut un bon gouverneur. Ce jour-là, nous avions été fouettés par la police, à dessein d'ailleurs. Et aujourd'hui, les résultats est catastrophique. Le bilan, nous l'avons sous nos yeux. Et à l'époque, vous n'avez pas été entendu. Nous n'avions pas été entendus justement parce que le gouverneur Gentili Ngobila fut quand même élu à la tête de la ville et que ce que nous n'avons pas connu comme cacophonie dans la gouvernance ou dans la gestion de la ville de Kinshasa. D'abord, l'affront avec son propre vice-gouverneur qui était son colistier donc, son ami donc, on va dire comme ça, on va dire les choses de cette manière-là pour que ce soit assez bien compris. Il y a eu une sorte d'affront, les deux ne se sont pas mis d'accord, et alors l'un est tombé sans l'autre. On se pose bien la question, comment des gens qui ont été votés ensemble, parce que colistier, ce n'était pas son suppléant, c'était son colistier. Ce que ça veut dire, c'est que ces deux candidatures sont liées. L'un est tombé sans l'autre. On a tout de suite compris. Et on a vu comment certains hommes d'affaires dans la ville de Kinshasa étaient intouchables. On a vu comment les députés provinciaux étaient soudoyés. Je ne veux insulter personne. Ce sont des faits et ils sont connus de tous. Et donc après, on se rend compte quand même que la ville de Kinshasa sortait d'un état comateux. La ville était dans un état comateux, mais la ville a quitté l'état comateux pour un état de morgue carrément. La ville meurt devant nous. Et donc nous nous disons, d'ailleurs il faut peut-être que je mette une incise, à mon grand plaisir, je rencontrais le gouverneur de la ville, M. Gentili Ngobila, à qui j'ai dit tout le bien que je pensais de lui en tant que personne, mais que sa gestion n'était pas fameuse, justement. À cette occasion, on a eu probablement, de mon point de vue, on a eu un échange franc, où je lui ai dit, par exemple, que, puisque après qu'il ait été élu, justement, comme gouverneur de la ville, nous avons lancé, moi encore, et d'autres camarades, d'autres mouvements citoyens, nous avons lancé la campagne La ville est sale. Parce que pour nous, c'était paradoxal qu'on ait déplacé le président de la République, chef de l'État, vers la place Bandal, enfin, dans la commune de Bandal, pour lancer un programme que l'on a appelé Kinshasa Bopeto, et que quelques jours après seulement, on se rendait compte que la ville était plutôt en train de se mourir davantage, parce que la ville était sale et de partout. Et même le quartier qui avait la réputation d'être plutôt propre se sont montrés plus sales qu'on ne l'avait jamais vu. Kin la Belle est devenu Kin la Sale. Non, aujourd'hui, on peut dire que Kin Bopeto, c'est une réussite quand même. Je ne sais pas sur base de quoi vous allez dire ça. C'est une question que je vous pose. Mais je ne sais pas, moi je n'en connais aucun Kinois qui peut dire que Kinshasa est propre. Je n'en connais aucun. D'où qu'il soit de Lemba ou qu'il soit de Gombe, qu'il soit de Maluku ou qu'il soit de Ngiringiri, je ne connais aucun Kinois qui peut me dire que Kinshasa est propre. Moi, même à Lemba où vous postulez, ça marche pas. Mais je vous dis, mais c'est l'une des raisons, parce que je vais en venir, hein, parce que c'est la raison même pour laquelle je vais postuler. Je vais en venir. Et donc, Kinshasa est sale. Alors, qui gère Kinshasa au quotidien? Kinshasa est une ville. Kinshasa est une province. On en a 26. Kinshasa est la 26e province de ce pays. Mais Kinshasa est délaissée entre les mains du gouvernement central. Parce que les autorités provinciales ne font absolument rien. Lorsqu'il y a une petite manifestation ici dans la ville, on se dirige pratiquement vers le gouvernement central ou vers, le gouvernement central. Alors qu'en province, s'il y a des choses qui doivent être faites, dans la plupart des cas, je fais une petite tournée en province, dans la plupart des cas, on se dirige, on regarde vers le gouverneur, qui est lui-même le représentant du président de la République. Ici, nous n'avons pas de représentant du président de la République, parce que tout le monde se tourne directement vers le président de la République, directement vers son gouvernement, et dans cette cacophonie, dans ce petit désordre, le dirigeant de la ville de Kinshasa ne font rien.
Et dire qu'ils ne font absolument rien, c'est pas fort, c'est pas faire preuve d'une mauvaise foi. Lorsqu'on voit aujourd'hui comment les boulevards, le Mumbai aujourd'hui est éclairé, lorsque même le président de l'Assemblée nationale, pardon, provinciale, qui est satisfait du bilan, de leur bilan, disons, avec son tandem avec Jean-Tony Gobila. J'aimerais que vous reposiez cette question au président de l'Assemblée provinciale. Je ne sais même plus c'est qui le président de l'Assemblée provinciale de cette ville. Ben, comment ça? Mais oui, parce qu'il y a eu un très beau désordre. Ils nous ont offert vraiment un spectacle assez désolant. Ce que nous avons vu. Après, du contraire, c'est le président Godet. Ah, c'est toujours lui. Parce que beaucoup de députés provinciaux actuels le récusent. J'en connais des députés provinciaux qui ne le reconnaissent pas. Justement parce que il y a eu une sorte de rivalité entre le gouverneur de la ville et les présidents de l'Assemblée provinciale. Parce que les accords, j'ai envie de dire, les accords plutôt incommodes qu'ils ont eu à concocter sous l'effet de je ne sais quoi, ces accords sont arrivés à leur fin, sont arrivés à leur mort, et aujourd'hui il y a une telle rivalité. Lorsque par exemple le président de l'Assemblée provinciale, parce que vous me confirmez que c'est toujours le professeur Godin Poy, lui, aujourd'hui, il ne peut pas vous dire justement que la ville de Kinshasa est bien gérée. Parce qu'il a reconnu que non seulement ils ont trouvé des dettes, que cette ville s'était endettée auprès de banques et de banques privées. Actuellement, aujourd'hui encore, la ville continue de s'endetter. Mais alors, c'est ce qu'on appelle au fait, c'est ce qu'on appelle de dette odieuse. Parce que la ville, une entité de l'État, va s'endetter pour le bénéfice de quelques individus. Ça, c'est des dettes odieuses qui ne vont servir à personne, qui ne servent surtout pas à la ville. La ville s'endette pas en faveur de la population, mais c'est pour des intérêts personnels. C'est tout le problème. La ville s'endette pour que quelques individus bénéficient de cet argent. Et alors, on peut se poser la question, quand il faudra rembourser, qui remboursera? Et donc, c'est là qu'on a vu cette guéguerre entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville, justement. Les deux ne s'entendaient plus, ils se regardaient en chien de faïence, ils se regardent chat et souris. Et pendant ce temps, la ville est ingouvernée. Pendant ce temps, institutionnellement, parce qu'il faut souligner que l'Assemblée provinciale est une institution, justement au niveau provincial, qui doit vivre, qui doit fonctionner. Institutionnellement, ce n'est pas faisable. Parce qu'on a, j'allais dire un mot, mais pour des raisons de pudeur, je ne vais pas l'utiliser. On a peut-être soudoyé quelques députés pour qu'ils boycottent tout ce que va faire le gouverneur et certains autres qu'ils boycottent tout ce que va faire le président de l'Assemblée provinciale. On est dans un état de désordre. Mais justement, toute l'émotion contre Jean-Tony Ngobila, ça passe pas? Ah ben oui, parce que vous savez qu'il y a l'Assemblée provinciale, il y a un club d'amis de Jean-Tony Ngobila en même temps. Alors, c'est vrai ça? Ah ben si, il y a des députés qui se font appeler les clubs d'amis ou les amis de Ngobila, une histoire comme ça. Alors ce sont ces personnes-là qui bénéficient de tous les avantages envers et contre tous. Ils bénéficient des avantages envers et contre tous, et même envers et contre la population. Mais d'où la raison de votre candidature? D'où la raison de ma candidature. Elle se motive. Hein. En quoi exactement? C'est la partie la plus importante, et c'est l'essentiel. Allez-y. Je suis candidat. Oui, je suis candidat. Oui, je suis candidat député provincial dans la circonscription électorale de Lemba, la commune de Lemba. Cette commune qui m'a vu grandir, cette commune qui m'a tout donné, cette commune qui m'a porté. Pour la petite histoire, je suis fruit des écoles de Lemba. J'ai fait une partie de mes humanités au collège Saint-Théophile de Lemba, très bien réputé, très bien connu. Et j'ai finalement fini mes humanités avec mon diplôme d'État à l'école Sainte-Famille de Rigini, très bien connu, très bien réputé également. Et donc, je suis un fruit, un pur produit de Lemba. Et aujourd'hui, je vais défendre ma commune. Première raison. Parce que les délégués que nous avons envoyés aux élections dernières, c'est-à-dire les élections de 2018, les deux députés provinciaux de Lemba que nous avions votés ne nous ont pas valablement représentés. J'ai même envie de dire, ils ne nous ont pas représentés du tout. Deuxième chose, ils n'ont pas voté le bon gouverneur. Ils n'ont pas donné à la ville de Kinshasa le gouverneur qu'il faut. Parce que cette ville a besoin d'être gouvernée, c'est une métropole, c'est une grande capitale en Afrique et même dans le monde. On va se rappeler que c'est la plus grande ville francophone au monde. Cette ville a besoin d'être gérée. Quand on dit que c'est la plus grande ville francophone au monde, c'est pas seulement en termes d'étendue, mais surtout en termes de population. Quand vous avez une population, voilà, quand vous avez une population qui ne sait pas à qui regarder, quand vous avez une population qui ne sait pas à quel sein se vouer, quand vous avez une population qui est délaissée à son propre et triste sort, vous êtes en train de créer, c'est déjà une bombe à retardement. Et donc, l'ambition première, de mon point de vue, pour moi,
c'est de donner à la ville de Kinshasa un bon gouverneur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses. Mais vous ne saurez pas le faire vous-même ou seul? Oui, je fais confiance à mes collègues, mes futurs collègues, lorsque nous serons élus députés. Je fais confiance à mes futurs collègues parce que je vais leur faire comprendre que cette ville n'a pas besoin que l'on bouffe, je ne sais pas moi, de per diem, je ne sais pas moi, que l'on accepte une consigne qui vient de je ne sais où, mais cette ville a besoin que l'on donne la personne providentielle, même si les personnes providentielles n'existent pas, mais qu'on donne à cette ville la personne qu'il faut. Une personne qui va véritablement écouter le peuple, une personne qui va véritablement écouter les échos de nos communes respectives. Il y en a 24 communes sur cette ville. C'est immense, c'est énorme. Oui, un bon gouverneur pour gérer la déchetterie, pour gérer l'insalubrité ou la salubrité de la ville. Parce que Kinshasa suffoque. Kinshasa inonde. Kinshasa est inondé. Kinshasa, les embouteillages sont interminables. Si la garde républicaine n'est pas dans le rue de Kinshasa pour essayer de frayer le passage, pour essayer de désengorger, cette ville se meurt. Non, après la pluie à Kinshasa, c'est plus le beau temps, c'est le calvaire. C'est les calvaires, c'est l'enfer. Je suis économiste de formation, je sais que le temps, c'est de l'argent. Je sais que 5 minutes de perdu dans l'embouteillage, c'est de l'argent de perdu. Je sais qu'une heure de perdu dans des embouteillages, c'est beaucoup d'argent de perdu. Est-ce que les dirigeants tiennent compte de cela? Ils devraient pourtant. Malheureusement, ils ne tiennent pas, mais ils devraient. Et c'est aussi ça l'objectif. L'objectif, c'est que lorsque cette ville sera en train de parler, lorsque cette ville parlera au niveau national, ça veut dire lorsque le sénateur que nous allons voter, parce que c'est encore les députés provinciaux qui votent. Vous qui allez voter les sénateurs. Lorsque cette ville parlera au niveau national, donc lorsque les sénateurs de Kinshasa parleront, il faudrait qu'ils parlent en tenant compte de ceci, en tenant compte du fait que chaque fois que nous perdons une heure dans les embouteillages, nous avons perdu énormément d'argent. Chaque fois qu'il y a des gens qui meurent dans cette ville à cause des inondations, à cause, je sais pas moi, de l'eau qui déborde, à cause d'électrocution, parce que lorsqu'il pleut, on s'électrocute un peu facilement dans Kinshasa. À chaque fois que l'on perdra de vie, ça sera à cause de cette négligence ou à ce manque de sérieux dans la gestion de la chose publique. Est-ce que vous travaillez déjà, dans les sens de concevoir des édits ou des propositions une fois élus? Non, je ne travaille pas parce que c'est un travail qui a été déjà fait. J'ai donc déjà fini à concevoir les édits. J'ai déjà des propositions des édits, effectivement. Nous les avons déjà fini. Vous n'attendez. C'est un travail qui est fini. Bien évidemment, nous le compléterons au besoin. Parce que justement, vous le savez, nous sommes sur terrain, nous consultons le peuple, nous consultons les habitants de Lemba. Parce que c'est de là que je veux être élu. Mais j'écoute un peu tout le monde, je vois un peu partout. J'écoute, je vois les gens. Ça prouve votre optimisme par rapport au résultat final. Je pense que Lemba est réputé pour être la commune du savoir. C'est écrit en grand lorsque vous êtes devant notre maison communale. C'est la commune du savoir. Et chez nous, n'est-ce pas, c'est théorique. Mais aujourd'hui, on vous prouvera le contraire dans cette élection de 2023. D'ici décembre 2023, les fils et filles de Lemba vont vous prouver le contraire. Ce sont des gens qui tiennent compte du savoir. Parce qu'ils sont eux-mêmes fils du savoir et filles du savoir. Nous tiendrons compte du savoir et nous allons sortir des élus qui en valent la peine. Et donc, Ben Brigand, permettez-moi, connaissez-vous le problème réel de Lemba? Le problème, je ne le connais pas. Le problème, je le maîtrise. Parce que le problème, je le vis. Le problème, je ne le connais pas simplement. Parce que connaître le problème, ça peut être une information que l'on vous donne. Moi, le problème, je le maîtrise. Lesquels, par exemple? Le problème, c'est l'insécurité. Le problème, c'est la délinquance de plus jeunes. Le problème, c'est la pénurie de l'énergie. Le problème, c'est aussi les chômages. Mais le problème, c'est surtout le manque d'encadrement. Le manque d'encadrement de jeunes. Parce que les jeunes, il faut les encadrer. Parce que les jeunes, il faut leur montrer le chemin. Parce que les jeunes, il faut les éduquer. Il faut les former. Il faut surtout les redynamiser. Parce que les jeunes, il faut les entretenir. Parce que les jeunes, il faut leur donner matière à réflexion. Parce que les jeunes, il faut leur donner du travail. Et ce n'est pas le travail qui manque dans ce pays. Mais comment dans une commune réputée des savoirs, comme vous venez de le dire, on y retrouve des délinquants? C'est pas paradoxal? Ça va sembler paradoxal. Pourtant, tout s'explique, tout se tient. Lorsque vous ne réglez pas le problème social, ou lorsque le problème social n'est pas résolu, la conséquence, elle est immédiate.
Nous n'avons pas tenu compte pendant de longues années, le dirigeant pendant de longues années n'ont pas tenu compte du facteur social, n'ont pas tenu compte de problèmes sociaux. Et de ce point de vue, la conséquence a été immédiate. Et donc, les infiltrations, et donc les personnes qui sont venues d'ailleurs, sont entrées dans notre commune, ils nous ont infiltrés, ils ont intoxiqué nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, ils les ont intoxiqués. La Ils leur commune ont de Lemba est appris, donc infiltrée aujourd'hui. oui, infiltrés, pas que par des personnes, mais par une mentalité. Une Une mentalité qui mentalité ne de vient commune pas de nous. voisine. Mais justement, je ne vais pas en citer les noms. Je suis très ami, je suis quinois, moi. Je suis fils d'un peu partout. Mais je suis surtout un Mwana Lemba. Mais justement, Donc, comment faire pour résolver tous ces fléaux, tous ces problèmes auxquels la commune de Lemba fait face? très bien. Je ne veux pas me considérer déjà en campagne, mais je veux me permettre quand même de dire que nous avons un projet, nous avons une proposition qui est claire, nous avons une ambition qui est claire et qui ne s'éparpille du tout pas. Parce que, comme qui dirait, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire viennent aisément. Le problème, il est connu des autres, mais le problème, nous le maîtrisons, surtout nous, les Banalemba, nous le connaissons. Nous avons donc choisi d'aller sur des axes, deux axes de travail. Nous serons sur un axe institutionnel, parce que c'est dans l'axe institutionnel que nous allons donner à la ville de Kinshasa un bon gouverneur. C'est dans l'axe institutionnel que nous allons donner à la ville de Kinshasa des sénateurs qui en valent la peine. C'est dans l'axe institutionnel que nous allons attirer l'attention des autorités sur nos communes respectives, sur notre ville. C'est dans l'axe institutionnel que nous aurons à rencontrer, par exemple, le Premier ministre et lui dire que regardez cette question, il faut que la Caisse nationale de péréquation entre en jeu, il faut qu'on arrive à non seulement décentraliser, parce que ça, c'est l'axe institutionnel, c'est très important. Il faut non seulement décentraliser, comme on a décentralisé l'administration, mais il faut aussi déconcentrer surtout. Alors, Ben Briand, peut-être nous allons aller en profondeur prochainement parce que nous ne sommes pas encore en campagne. Parlons de cette thématique quand même qui nous s'avère très importante. Comment expliquer l'engagement remarquable d'ailleurs de jeunes au scrutin du 20 décembre, d'ailleurs auquel vous êtes engagés? On voit au niveau présidentiel, au niveau législatif, on voit même sur le plan communal et tout, les jeunes sont massivement engagés. Comment expliquer cela? Peut-être parce que la plupart des jeunes ont des projets viables. J'ai parlé tout à l'heure de l'axe institutionnel de mon programme, mais je n'ai pas parlé de l'axe social. Parce que l'axe social, il est très important. Nous savons très bien que c'est les mamans qui tiennent, dans la plupart des cas, qui tiennent le foyer. Et donc, nous allons mettre un accent remarquable sur les mamans pour accompagner leurs petits commerces, pour accompagner leurs activités. Parce que eux, elles, les mamans, elles prendront soin des enfants. Nous allons aussi redynamiser la jeunesse. Redynamiser la jeunesse signifie la revaloriser et revaloriser la jeunesse par un réseautage, par de formation, mais surtout par le sport aussi, parce que ça passe par là. Moi, j'ai eu la chance de pratiquer un peu de sport et ça, c'est dans ma commune que je l'ai fait, dans la commune de Lemba. Ça n'a pas été dit dans ma présentation, parce que je suppose que ça n'en valait pas la peine, mais je suis quand même karatéka. C'est un sport que j'ai appris dans ma commune et ça m'a, d'une certaine manière, ça m'a formé. D'une certaine manière, ça m'a donné une très grande discipline. Et je peux vous dire que tous mes amis avec qui nous avons pratiqué ce sport ne se livrent pas dans la délinquance. Parce que justement, le sport forme quelque part. Donc, un vrai sportif, pardon, ne tombe pas dans la délinquance. Aucun. Vous n'en On ne verrez verra aucun. pas un sportif Coluna. Vous n'en verrez aucun. Un vrai. Tous ceux que nous voyons. Non, ce ne sont pas des sportifs. Bombé, torse bombé et tout. En tout cas, ce ne sont pas des sportifs. Ou alors, ce sont des sportifs de ramassis, qui ne sont pas passés par de vraies écoles de formation, par de vraies écoles. Et donc, ça, c'était peut-être pour ne pas aller en profondeur avec mon côté social, que je vais bien évidemment. On y reviendra peut-être prochainement. Que je vais bien étayer très prochainement. Vous m'en donnerez l'occasion, je vous en remercie, d'ores et déjà. Et donc, pour revenir à la question que vous posez, il faut commencer par dire une chose. Et ça, je veux que ça soit dit, mais que ça soit aussi entendu. Jeunesse n'est pas gage de compétences. Jeunesse n'est pas gage de valeur. Jeunesse n'est pas gage de quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est compétent. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on a forcément de valeur. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on sait forcément mieux faire. Vous vous opposez aux jeunes? Je ne m'oppose à aucun jeune, je suis moi-même jeune. Comment expliquer tout cela? Tout ce que j'essaye de dire, c'est que on n'est pas de la génération rupture, on ne vient pas dans le rajeunissement lui-même de la classe politique, ce n'est pas remplacé de jeunes, entre guillemets,
par de vieux, entre guillemets. Le rajeunissement de la classe politique, de mon point de vue, c'est l'injection. Alors, c'est le fait de dropper des idées novatrices, des idées nouvelles, des idées adaptées à la génération, des idées adaptées aux besoins. Mais il se fait que les idées adaptées à la génération, les idées novatrices sont portées par le jeune dans la plupart des cas. Le jeune s'intéresse à cette question parce que, tout naturellement, le jeune représente quand même dans ce pays 69% de la population. Et ça, ce sont des chiffres anciens. Probablement, ça a évolué. Donc, la grande majorité de ces pays est jeune. Cette ville est jeune. Ce pays est très jeune lui-même. Et donc, tout naturellement, la majorité l'emporte. C'est pour ça que la plupart sont intéressés par la question politique. La deuxième chose, c'est que le président de la République, le chef de l'État, l'actuel président, M. Félix Tshisekedi, a donné beaucoup de place, a donné une grande tribune d'expression à la jeunesse. Regardez dans son gouvernement, on peut en dénombrer plus de 5 qui ont moins de 40 ans ou qui à peine frôlent la quarantaine. Le président de la République, dans l'administration publique, il fait de ce rajeunissement son leitmotiv ou, je sais pas moi, son cheval de bataille. Dans ses nominations, dans la petite territoriale, j'ai beaucoup d'amis bourgmestres aujourd'hui qui ont été nommés par le chef de l'État. Parlons justement même du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous l'avez déjà rencontré. Vous avez certainement eu l'occasion d'échanger avec lui. Lorsque vous avez parlé avec lui, lorsque vous avez échangé avec lui, qu'est-ce que vous avez senti en lui? Quel type d'homme représentait-il ou représente pour vous? Ah, mais effectivement, j'ai eu la grande chance de rencontrer le président de la République, justement. J'ai échangé avec lui, effectivement, quelques mots, quelques phrases, et c'était suffisant. Et c'était beaucoup pour comprendre que cet homme, il mettait beaucoup l'accent sur la jeunesse. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Il a dit ce jour-là, lorsque nous l'avons rencontré, moi et certains amis, il a dit justement qu'il faisait confiance à la jeunesse. Et que pour lui, la jeunesse n'est pas l'avenir, mais que la jeunesse, c'est le présent. Et c'est tout ce que je dis. Moi, depuis tout ce temps, j'ai dit que la jeunesse, ce n'est pas demain. La jeunesse, c'est maintenant. La jeunesse, c'est non seulement maintenant, mais c'est aussi demain. Et lui, le président Tshisekedi, il a compris parce qu'il accorde beaucoup de place à cette jeunesse. Et véritablement, quand vous voyez la gratuité de l'enseignement, c'est une action constitutionnelle de surcroît qui ne voit que la jeunesse parce que les élèves, c'est que des jeunes. Lorsque vous regardez Transacademia, c'est que des jeunes, c'est pour la jeunesse. Lorsque vous regardez le Home de l'Unikin rénové, c'est pour la jeunesse. Lorsque vous regardez le nouveau bâtiment de l'UPN, c'est pour la jeunesse. Et il n'y a pas que ça. On peut en citer de tonnes d'actions, d'activités qui sont faites, qui continuent d'être mises en place, qui continuent d'être implémentées pour la jeunesse. Avec la maternité gratuite aussi, donc on pense Oui. aussi à la jeunesse, les nouveau-nés. Oui, probablement. Mais oui, parce que là, je pense que c'est plutôt l'axe de santé universelle, parce que la santé maternelle et infantile est très importante. Vous savez que dans ce pays, beaucoup de femmes meurent en essayant de donner la vie, et ça ne devrait pas être le cas, ça ne devrait pas être du tout acceptable. Je pense que c'est très bien que le président mette l'accent sur ça aussi. C'est génial, j'ai envie de dire. Vous avez l'impression qu'avec avec l'amour ou la dévotion, je veux dire, ou cet engagement du chef de l'État actuel de promouvoir la jeunesse, c'est ce qui a poussé celle-ci à s'engager aussi nombreux en politique? Oui. Ou pour les élections prochaines? Oui, je pense. Je pense que la plupart C'était une motivation pour eux. Oui, parce qu'ils ont compris justement que la jeunesse a sa place. Ils ont compris que, je vais vous donner cet exemple que j'aime beaucoup donner. Lorsque nous sommes en 2006, les premières élections pluralistes de ce pays, lorsque nous sommes en 2006, le plus jeune député de l'époque a 39 ans. Le plus jeune député, 39 ans, Serge Amouli, à moins que je me trompe. Nous arrivons en 2011, c'est la deuxième élection. Le plus jeune député à l'époque, il a 29 ans. 29. C'est Patrick Mouyaya, que je me trompe. Lorsque nous arrivons en 2018, la dernière élection, avant celle que nous entamons, les tout jeunes élus, il y en avait 2. Ils avaient tous 2 l'âge minimal. Aminata Namasia, Jackson Afingoto, ils avaient tous 2 25 ans. Pile 25 ans.
Ce que ça exprime, ce que cette courbe décroissante des 39, 29 et maintenant 25, cette courbe décroissante montre justement que la population congolaise qui commence à prendre maturité. On peut avoir demain un député national ou provincial de 18 ans, peut-être. Oui, mais sauf que la loi pose une limite, justement. La loi Euh, pose une limite, c'est tout le problème. Donc, hmm, on va se limiter à 25 ans bon, jusqu'à ce que la loi soit modifiée. modifié. Donc, là, on a atteint le Graal. C'est dire que les peuples congolais ont compris qu'il ne faut pas forcément être vieux, avec de gros griffes, pour être compétent ou pour être au service des autres. Donc, ça, c'est aussi une motivation, les jeunes ont compris. En tout cas, en même temps, je considère qu'il y a une sorte d'enthousiasme qui n'est dit peut-être pas son nom, ou alors je pense aussi qu'il y a un petit désordre parce que certaines personnes ne comprennent véritablement pas pourquoi ils vont postuler et certaines personnes ne savent même pas quels sont le rôle leur dévolu ou qui leur reviennent en tant que Mais député justement, provincial. tout doit partir de là. Il faut savoir pourquoi on doit être élu député provincial ou député C'est tout le national. problème. C'est pour ça que je dis que jeunesse n'est pas forcément gage de valeur, n'est pas gage de compétence. Parce qu'on ne peut pas prétendre avoir de compétences pour un poste que l'on ne connaît, dont on ne connaît même pas les a priori, ou même dont on ne connaît même pas le raison, ou dont on ne connaît pas le fonction, le rôle et les attributions. Ben Briambouy, vous avez parlé tout à l'heure d'un élément très important, vous l'avez évoqué, le chômage à Lemba, ou la commune que vous connaissez très bien. Ouais. Mais c'est un cas général de Kinshasa, mais Ouais. également de toute la République démocratique du Congo. Ouais. N'est-ce pas la floraison des candidatures de jeunes peut s'expliquer par le taux de chômage élevé? Ah, ok. Est-ce que je suis censé dire oui à ça? Oui. Mais est-ce que je peux dire non? Non. Oui et non. Expliquez-vous. Oui, parce que moi, par exemple, je suis candidat, je suis pas chômeur. Voilà. C'est pas pour des raisons économiques que je vais en politique. Ça, il faut que ça soit dit. Je suis pas chômeur. J'ai quand même la petite grâce de joindre le deux bouts de moi. Donc, ça va. Si ça n'en tenait qu'à ça, si ce n'était qu'une question économique, je ne serais peut-être pas candidat parce qu'en plus, c'est des fonds, des dépensés pour faire campagne, pour tout ça. C'est des fonds que l'on dépense et c'est toujours pas évident. Mais oui, parce qu'effectivement, certaines personnes se disent que voilà, en politique, il y a de l'argent facile. On se tape de l'argent facilement, donc. Voilà. Mais ça, c'est pas de leur faute. Et ça, c'est aussi le côté subjectif, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est le côté subjectif pour lequel je postule aussi. Parce que j'ai aussi envie de prouver à la génération actuelle et à la génération future, probablement, qu'on peut faire la politique tout en restant intègre et honnête. Et j'ai envie de prouver qu'on peut croire, qu'on peut être valeureux et faire de la politique dans ce pays. Peut-on être valeureux, honnête face à des millions? Oui, on peut l'être, oui. Comme on le voit aujourd'hui en RDC. Je vous dis qu'on peut l'être. C'est vrai que tout le monde a un prix, c'est ce que j'entends dire. Mais tout le monde n'a pas le même prix. Les prix des autres, c'est simplement les convictions. Chacun a un prix. Le prix de quelqu'un, ça peut être 60 millions, ça peut être 100 millions. Mais pour quelqu'un d'autre, son prix, ça peut être simplement ses convictions. Et je pense humblement que je fais partie de ces personnes-là. Je pense humblement que si j'ai un prix aujourd'hui, moi, c'est les prix de mes convictions. Je pense humblement que si j'ai un prix, moi, aujourd'hui, c'est simplement mes objectifs. Et rien de plus. Plusieurs jeunes députés provinciaux, députés nationaux. On a également la présidentielle où on a des jeunes. Ouais. Le cas de Constant Moutamba, François Moutamba, Seth Kikouni, Kikouni, Floribert Anzuluni, Madame Joël Billet. Voilà. Votre regard sur leur candidature? Mais je salue d'ores et déjà cet acte démocratique parce que ça quand même ça donne un boost à notre démocratie. Mais en plus de cela, ça booste aussi les autres de voir que l'ambition n'est pas qu'un apanage de certaines personnes. Mais surtout, l'ambition dont on n'a pas les compétences est assimilée à un crime. Voilà. J'aimerais simplement que les personnes qui ont postulé soient en mesure de nous prouver qu'ils sont susceptibles de jouer le rôle pour lequel ils vont concourir. Simplement ça. Et grâce à Dieu, le casque va mettre à la disposition du peuple congolais une série d'émissions qui va permettre justement de comprendre le projet de société des uns et des autres. Et donc, mon regard, c'est de dire que oui, effectivement... Non, le CESAC, voulez-vous dire? Ah, j'ai dit le casque. Encore une erreur. Non, le CESAC, j'allais dire. Ouais. Le CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a mis justement à notre disposition ce panel d'émissions, justement, pour que nous puissions cerner, nous puissions comprendre le fond de la pensée de tout un chacun, le fond du programme de tout un chacun. Et donc, je pense que leurs candidatures sont plutôt à encourager
Et j'espère pour eux, justement, qu'ils sauront convaincre le Congolais pour que leur accorde quelques voix, pourquoi pas gagner. Même si ce ne sont pas, toutes ces personnes que je viens de citer, ne sont pas mes candidats, parce que moi, j'ai mon candidat. Ah, vous avez votre candidat, lesquels? Oui, justement, je pense qu'il faut continuer pour terminer. Ok. Voilà, nous avons commencé où il a commencé. Il faut qu'il termine maintenant. Il a débroussé, il a débroussaillé, il a balayé, il a nettoyé. Maintenant, il faut qu'il sème. Il a nettoyé. Il sait qui? Ah, bien évidemment. Vous l'aurez compris, je parle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez l'impression qu'il a balayé, il a balayé devant la cour. Il a balayé devant la cour. Tout a été balayé ou il y a des choses encore à balayer? Tout n'a pas été balayé. C'est pour ça que je soutiens le président de la République, Félix Tshisekedi, mais que je ne soutiens aucunement toutes les organisations qui gravitent autour de lui. Ah oui. Là, il y a une nuance. Elle est détail, elle est importante. Je soutiens Mordicus, le président Félix Tshisekedi. Je vais accompagner sa candidature. Ma base de Lemba me fera le plaisir de soutenir la candidature du président Tshisekedi, que je soutiens, mais dont je ne soutiens pas les organisations qui gravitent autour. Êtes-vous fier du bilan de Félix Antoine Tshisekedi? Je ne partage pas son bilan à l'heure actuelle. Non, je vous demande pas si vous partagez, mais êtes-vous fier? La question est claire. Êtes-vous fier de sa candidature? Je ne vous demande pas de partager. Je ne sais pas si vous avez travaillé avec lui, mais êtes-vous fier de sa candidature? D'abord de sa candidature parce que vous la soutenez, là il n'y a pas de problème, mais de son bilan en tant que Congolais. J'étais donc en train de dire que je ne partage pas son bilan à l'heure actuelle, mais j'en sors quand même satisfait. Satisfait à quelques points. Je suis satisfait. Il y a des choses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été. Il l'a reconnu lui-même. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer pour terminer. La justice, sur laquelle nous avions fondé beaucoup de nos espoirs, nous a, dans la plupart des cas, déçus. Et je pense qu'il est temps de continuer pour terminer. On a débroussé, on a débroussaillé, on a balayé devant la cour. Maintenant, il faut continuer pour terminer. Et je pense que ce qu'il n'a pas pu faire durant le quinquennat qui vient de passer, 5 ans, c'est suffisant. C'est pas peu, c'est pas beaucoup, c'est suffisant pour faire quelque chose. Les jalons ont été plantés, le décor, il est planté. Maintenant, place à la décoration. Place à la décoration, bien entendu, avec vous peut-être comme député. Hein. Je l'espère, parce que avec moi comme député provincial, je ferai de mon mieux pour contrôler au maximum le gouverneur qui dirigera la ville de Kinshasa, parce que le gouverneur qui dirige la ville de Kinshasa contribue énormément au bilan du président de la République. Et vous refuserez toute tentative de corruption? Alors, sur l'honneur, je n'ai jamais été corrompu depuis que j'existe. Et il n'y a pas de raison que ça change. Vous me regardez, vous voyez bien que je n'ai pas besoin de millions pour vivre. J'ai simplement besoin du strict minimum et je peux l'avoir sans être corrompu. Et donc, je ne vois aucune raison qui ferait que je sois corrompu par qui que ce soit. Surtout que j'ai été de l'autre côté. De l'autre côté, ça veut dire dans les mouvements citoyens, dans la société civile. J'ai milité contre la corruption. J'ai dénoncé la corruption. J'ai dénoncé ceux qui corrompent, ce qui était plongé dedans, ce qui corrompait, ce qui était corrompu eux-mêmes. J'ai dénoncé. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison que je me retrouve dans ce cas, ni des corrompus, ni des corrupteurs. Ben Briand, les gens parlent beaucoup de vous sur les réseaux sociaux. Alors, nous avons sélectionné 2 personnes que nous allons découvrir dans Tendance RS. Alors, Tendance RS pour Ben Briand Mbouyi. Ben Briand, Joas James Matelo, écrit ceci. Ben Briand, un jeune très engagé. Êtes-vous vraiment engagé lorsque Joas James Matelo écrit comme ça? En quoi êtes-vous engagé? Je suis engagé pour une société juste. Je suis engagé pour une société de justice. Je suis engagé pour une société équitable. Je suis engagé pour un Congo prospère. Je suis par-dessus tout engagé pour une jeunesse émergente. Je suis engagé pour une génération qui n'est pas une génération sacrifiée, mais plutôt une génération qui se sacrifie pour le bien de ce pays. Oui, je suis très engagé. On prend cette fois-ci Lukusa Luc. Lukusa Luc écrit ceci. C'est Lemba qui va avoir un député avec qualité comme ça. Mais Bako Lemba est bien. Votre réaction?
Je suis un peu ému. Hmm. Parce qu'en même temps, je n'ai jamais rien fait qui puisse exister. Je n'ai jamais rien fait quoi que ce soit pour donner bonne impression. Tout ce que j'ai pu faire dans mon petit parcours, qui n'est pas d'ailleurs très grand, tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait par conviction. Je l'ai fait parce que je l'ai pensé. J'ai pris de risques dans ce pays, et pas le moindre. J'en ai pris de risques. Pas pour donner bonne impression, pas pour faire bonne figure, pas pour donner l'impression d'être différent des autres. Mais je l'ai fait par conviction. J'ai toujours dit haut ce que je pensais, et j'ai toujours fait l'effort de penser ce qui est juste et ce qui est correct. Parce que l'objectivité est la plus grande vertu pour moi qui guide toutes mes pensées. Ben Et donc, Briand, oui, juste pour oui, finir, oui. sur ces dires de ce commentaire que vous avez épinglé, Le Koussalik. Luc. oui, Hmm. Lemba aura un bon député, Lemba aura un député de qualité, Lemba aura un député de valeur, Lemba aura un député de vertu, Lemba aura un député qui n'en fera pas à sa poche ni à sa tête, mais qui en fera simplement et uniquement pour l'intérêt de la communauté et de la nation. Alors, Ben Briand, nous allons vous permettre, nous allons vous donner l'opportunité de vous poser de questions. 2, 3, 4, ça dépend. Et c'est tout de suite dans l'invité s'interroge. Alors, l'invité s'interroge. Monsieur Ben Briand, quel bilan ou quelle est l'impression que vous avez sur le travail fait par la CENI? Alors, jusqu'ici, je pense véritablement que la CENI a fait un bon travail, ou du moins un travail acceptable, mais qui n'est pas irréprochable. Je suis non seulement candidat, mais je suis moi-même aussi électeur. Et je constate que ma carte d'électeur est illisible, complètement illisible en ce moment. Et je suis allé pour avoir un duplicata, comme on l'a demandé. On m'a demandé de payer, alors que ça est censé être gratuit. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup de mes compères, beaucoup de mes concitoyens manquent de carte d'électeur lisible en ce moment. Et ça, c'est un problème. Mais cela n'empêche en rien que j'accepte tout de même que la CENI fait un travail plus ou moins acceptable dans un temps record. Mais il y a des choses à corriger. Deuxième question? Deuxième question. La deuxième question, c'est que je peux me poser. Hmm. Alors, je regarde mes mains, je vois ma main gauche, je me rends compte que je n'ai pas d'alliance. Ça veut dire que je suis encore célibataire. J'aurais bien voulu savoir pourquoi M. Ben Briand est encore célibataire. Je pense que j'attendais la bonne personne. Et je crois aussi qu'elle n'est plus loin, la bonne personne. Voilà. Une troisième question pour moi. Monsieur Ben, est-ce que vous pouvez être un député, un politicien différent? Oui, je pense sincèrement que je peux être un politicien différent. Je pense sincèrement que je peux être un député différent parce que j'ai des modèles. Et mon plus grand modèle, mon père, d'heureuse mémoire, était un politicien différent. Il était un député différent. Et j'ai pas l'ambition de bien faire que lui, mais j'ai peut-être l'ambition d'être une version très, très, très corrigée de lui. Et je crois qu'il en serait très fier. Oui, je serai un député différent. Oui, je serai un politicien différent. Oui, je serai une personne différente. Alors, mesdames et messieurs, nous prenons la dernière rubrique, arrêt sur image, avec monsieur Ben Briand, qui est dans notre plateau salon électoral. Alors, monsieur Ben Briand, vous avez un téléphone devant vous. Je vois là avec monsieur Syndicat de Colo. C'était à quelle occasion? Qui représente pour vous ces messieurs? Alors, Syndicat de Colo, paix à son âme, mais d'heureuse mémoire, était un Congolais de valeur. C'était un citoyen de grande valeur. C'était un citoyen congolais, mais aussi un citoyen du monde. C'est quelqu'un qui a aimé ce pays, mais qui l'a aussi défendu dans le moment où le Congo avait le plus besoin qu'on le défende. Et dans le moment où le Congo avait le plus besoin que des hommes s'élèvent
et que ces personnes s'élèvent pour le Congo. Syndicat Dokolo s'est levé au bon moment. Il s'est levé quand il a failli ou quand il faille qu'on s'élève pour ce Congo. Syndicat Dokolo, quand il a fallu que les gens prennent à bras le corps les questions de ce pays, Syndicat Dokolo était parmi ces personnes. Je retiens de lui que c'était une personne aimable, plutôt ouverte. En dépit de toutes les personnalités du monde que Syndicat a pu rencontrer, il était, le jour où je le rencontrais, le 2 jours où je le rencontrais, à l'occasion du premier congrès, le congrès de son mouvement citoyen, le Congolais debout. À l'occasion du premier congrès de son mouvement, je l'ai rencontré plus de 2 fois, en tout cas je crois sur 3 jours. Il était prompt. Je vais raconter une petite anecdote. J'ai admiré Syndicat parce que je connaissais un peu ce qu'il faisait, donc je le voyais de loin. Et quand il est arrivé, on était avec quelques amis et tout le monde s'est précipité, entre guillemets, pour faire une photo avec Syndicat et pour le saluer, pour lui serrer la main. Moi, je le regardais simplement et je voulais savoir si la personne en face de moi correspondait à la personnalité que je connais. Oui. Et c'est Syndicat qui, le premier, m'a tendu la main et c'est lui qui s'est approché de moi et c'est lui qui me parlait en premier et c'est lui qui a plus parlé que moi. Et enfin, c'est lui qui a demandé « Ah, mais tout le monde a fait de photos. Tu veux en faire une ?» Donc, c'est lui qui a demandé la photo. Je lui ai dit « Mais c'est un plaisir. Immense. » D'accord. La deuxième photo, elle est devant vous, sous vos yeux, avec Tina Salama. Vous l'avez rencontrée où? C'était à quelle occasion? Parce qu'elle fait très bien son travail. J'ai rencontré Madame Tina plus d'une fois, la porte-parole du président de la République. On dit d'elle qu'elle est, et on ne dit pas parce que ça l'est, elle est record woman du temps des lectures à la télévision lorsqu'elle a lu des innombrables ordonnances du président de la République. Celle qui fait battre les cœurs de beaucoup de personnes lorsqu'elle passe à la télé. Quand on la voit sur les antennes de la RTNC, on peut se poser beaucoup de questions. Mais oui, c'est une femme exceptionnelle parce qu'elle a supporté ce rôle qu'elle a commencé avec Tarsis Kasongo Mayamba Yamba d'heureuse mémoire, paix à son âme d'ailleurs. Et Madame Tina est restée porte-parole du chef de l'État et elle s'est montrée dans l'innovation. Elle s'est montrée prompte à faire ce travail avec perspicacité. Et elle est, je pense, dans l'appareil présidentiel, elle est d'une grande utilité. Elle défend bien le couleur de la présidence et donc du président aussi, avec le country branding qu'elle défend plutôt bien. Et ces dernières initiatives étaient plutôt louables. Hein. La rencontre avec la rencontre du président avec les jeunes entrepreneurs, la rencontre où Ask the President, où elle posait des questions au président. Oui, elle a ouvert une certaine porte sur le président de la République et c'est plutôt louable. Troisième photo. Patrick Mouya Katemboy, porte-parole du gouvernement. Ah, Monsieur la source. Alors, j'aurais bien voulu me poser la question dans la rubrique de tout à l'heure, j'aurais bien voulu me poser la question, quelles sont mes références en politique? Indéniablement, le ministre Mouyaya est un modèle pour moi, indéniablement. C'est un exemple à suivre, carrément. C'est une personne qui est beaucoup à l'écoute, même si il est aussi beaucoup à la parole, parce qu'il porte quand même la parole du gouvernement, mais il est beaucoup à l'écoute en même temps, le ministre Mouyaya. Et c'est quelqu'un qui a fait rêver les jeunes dans ce pays, ça il faut qu'on se le dise. Depuis 2011, il a fait rêver les jeunes dans ce pays, il a montré qu'on pouvait faire la politique autrement, il a aussi démontré qu'on pouvait être le porte-parole d'un gouvernement congolais, sans être agressif, sans être dans les dénis, sans être dans la démagogie, sans être dans le refoulement ou dans le refus catégorique. Il a montré surtout qu'on pouvait changer les narratifs. Oui,
Et il a Et il a changé le narratif. Justement. Voilà, nous allons prendre la dernière photo. Ah, La dernière photo, elle est là. Ça, je vois, vous êtes seul. oui. Vous êtes seul. Comment pouvez-vous expliquer cette posture? On vous voit un entrepreneur, bureaucrate, futur député. Oui, nous sommes très exactement en 2020. 2020, je crois que c'est juin 2020, quand je lance mon entreprise. Je lance, enfin, mon entreprise. C'est peut-être un bien gros terme. Quand je lance mon cabinet, mon cabinet de consultance en communication, quand je lance le fameux BBM Consulting, quand je lance BBM Consulting, oui, c'est pas une photo d'inauguration, mais c'est peut-être une photo de consécration. Je prends cette photo dans le bureau que je louais, justement pour le besoin de la cause. Et oui, j'ai lancé ma petite boîte comme ça parce que j'avais envie de formaliser les choses. J'étais déjà consultant en communication informelle parce que j'aidais beaucoup de personnes, des personnalités. Mais là, quelqu'un m'a conseillé de formaliser les choses. Je me suis dit, ouais, je peux le faire. Alors, même Brian, nous sommes arrivés à la fin de notre mission déjà. C'est allé très vite. Ah oui, c'est allé très vite. C'est allé très vite parce que c'était très intéressant. Merci beaucoup. Mais un petit message de paix. Nous sommes en période électorale, préélectorale, même en période électorale, voire même post-électorale. On sent des mouvements, des tensions. Quelle attitude doit-on adopter pendant toutes ces périodes? Ouais, ça c'est quelque chose qui doit être dit par toute personne qui prend la parole en public. Il est temps que nous construisons ce pays parce que en toute sincérité, en toute honnêteté, de 65 ans, on va dire 65 ans, que ce pays a son indépendance, en tout cas depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons plus passé de temps à détruire ce pays plutôt qu'à le construire. Ce pays a été détruit par le pillage. Ce pays a été détruit par la guerre, par des tensions tribales, par des guerres civiles. Ce pays a été détruit par la corruption. Ce pays a été détruit par tous ces actes que nous posons tout le jour et dont nous ne calculons peut-être pas la conséquence catastrophique qui peut venir après. Il est temps donc d'en appeler à l'apaisement. Je sais que toute personne qui s'engage en politique est censée avoir ces notions de patriotisme et de démocratie, ou en tout cas cette fibre démocratique doit animer chacun d'entre nous pour être suffisamment longanime, pour être suffisamment grand de cœur, pour accepter le chèque quand elle arrive, parce que le plus grand de ce monde, ceux qui ont dirigé ce monde avec maestria, n'ont pas reçu au premier coup, ou n'ont pas toujours été là quand ils ont essayé pour la première fois, ni pour la deuxième, ni pour la troisième. Donc, 63 ans après l'indépendance de la RDC, vous prenez donc la paix et vous voulez qu'après les élections, qu'on ait de vrais perdants, qu'on n'ait pas de faux perdants. Il y a des gens qui vont réclamer à tout moment, qui vont créer des tensions pour, voilà. Vous savez pourquoi j'ai parlé des 65 ans au lieu de 63? Parce que depuis 1960, on est indépendant. Moi, je parle de 65 ans. 65 ans parce que, au lieu de se limiter à détruire ce pays, nous avons creusé un fossé. Nous l'avons détruit et nous sommes allés même en deçà de ça. Au point que les efforts que certains d'entre nous mènent ou que certains d'entre nous font sont presque absorbés. Oui, il est temps de prôner la paix. Il est temps que nous nous interdisons de tenir de propos tribaux pour des questions électorales. Il est temps que nous nous interdisons de porter des pensées séparatistes, ségrégationnistes pour de fins électorales ou pour de postes simplement. Il est temps que l'on s'interdise de dire « tel ne mettra pas ses pieds ici ». Il est temps que l'on s'interdise de dire « vous êtes chez nous, respectez chez nous ». Il est temps que l'on s'interdise de dire « il va gagner là-bas parce qu'il est de là, mais il ne gagnera pas ici parce qu'il n'est pas d'ici ». Il faut que l'on s'interdise de dire que si lui passait,
ici, nous n'allons pas accepter, et que si le nôtre ne passe pas, nous allons couper ici. Tout Je ça, n'ai pas envie de reprendre ouais, le ouais. mot assez odieux, j'ai envie de dire hideux, que certains utilisent ici, mais je pense qu'il est hors de question que nous mettons en péril la stabilité, l'unité de ce pays pour des raisons simplement électorales. Le message est passé. Bienvenue encore une fois à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette émission. Malheureusement, nous sommes déjà à la fin. Merci à notre invité qui a été là pendant près d'une heure. Donc, c'était un réel plaisir de le recevoir. Ben Brian Mbouyi, nous allons vous recevoir encore prochainement pendant la campagne électorale. Mais c'est avec grand plaisir que je reviendrai. C'est avec grand plaisir. C'est en tout cas un plaisir partagé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin. C'était un réel plaisir encore une fois de vous servir. Prochainement, nous aurons encore une fois un nouvel invité pour vous servir davantage. Restez toujours scotchés sur votre chaîne et à très bientôt. Merci.